Bonjour à toutes et à tous, c'est le Serial Blogger, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur la série que j'attendais le plus de cette année 2021. Bien plus que WandaVision, bien plus que Falcon and the Winter Soldier, bien plus que n'importe quelle autre série, que ce soit Marvel ou pas, Loki était la série que j'attendais. Et puis on est content, ça y est, enfin ça démarre. Après un mois, un petit peu plus d'un mois sans programme Marvel, donc après le succès de Falcon and the Winter Soldier et la réussite qui était cette série, on a la série Loki qui commence et on va ensemble aujourd'hui voir un petit peu de quoi nous parle ce premier épisode. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner mon avis et mes ressentis par rapport à cet épisode. Je vais vous expliquer ce que j'en ai pensé globalement, est-ce que j'ai bien aimé ou pas, ça va être assez rapide. Et puis dans une deuxième partie, on va voir un petit peu plus, voilà, scène par scène, ce que j'ai vu, ce que j'ai noté, ce que j'en ai pensé. Ce sera un peu comme une réaction à l'épisode qu'on va faire. Voilà, on va suivre le cheminement de l'épisode et puis on va voir ensemble ce que ce premier épisode nous a proposé. Donc, pour moi, ce premier épisode est hyper bien réussi. On est sur un épisode, encore une fois, de très haute qualité. On voit que visiblement, les séries Marvel ont vraiment quelque chose de particulier, que ce soit au niveau de la mise en scène, au niveau de la réalisation, ou au niveau même des effets spéciaux. On voit que voilà, c'est quand même hyper qualitatif. On a pratiquement, c'est pas pratiquement, pour ma part, j'ai pas l'impression de regarder une série télé. Pour moi, j'ai l'impression de regarder qualitativement un film. Ça pourrait largement passer au cinéma, que on y verrait que du feu. On a vraiment plus l'impression de voir un long métrage, très long, découpé en plusieurs parties pour pouvoir passer à la télévision. Mais voilà, on est sur quelque chose de très bon. Ça, c'est pour le côté visuel. Maintenant, au niveau des acteurs, que voulez-vous dire? On a Tom Hiddleston qui joue un Loki, comme il a l'habitude de le faire, qui joue son rôle à la perfection. Puis derrière, à côté de lui, plutôt, on a Owen Wilson, que je trouve absolument fantastique. Owen Wilson, que je n'ai pas reconnu. On le reconnaît à peine. Le mec, je sais pas s'ils l'ont fait exprès de le grimer comme ça, de le maquiller, mais le gars, voilà, a pris un peu de poids, a pris un peu d'âge, et bon, bref. Owen Wilson, qui sort un petit peu du registre dans lequel on est habitué. C'est vrai que c'est plutôt habituellement, c'est plutôt des rôles un petit peu comiques. Il a joué dans beaucoup de films avec Ben Stiller normalement, ou avec Vince Vaughn également. Donc là, il sort un petit peu du registre dans lequel on le voit, même si on voit que ça va être une sorte un petit peu de ressort comique au niveau de la série. On voit que voilà, il sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de le faire. Plutôt, il sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de le voir, et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Le duo marche super bien à l'écran, et donc j'ai hâte de voir la suite, parce que il me semble quand même que ça va être hyper intéressant de voir évoluer ces deux personnages au sein donc de cette série. Cette série qui va nous proposer quelque chose. Voilà, donc pourquoi est-ce que j'attendais cette série? Premièrement, comme je vous ai dit, Tom Hiddleston et Owen Wilson. En plus de ça, donc on parle de Loki, qui est un de mes personnages préférés. Puis en plus de ça, on parle le voyage dans le temps, qui est un de mes thèmes préférés au cinéma. Donc automatiquement, voilà, on a tous les éléments qui font que je vais adorer cette série. Voilà. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On commence avec la scène d'intro. La scène démarre avec, vous savez, la scène d'Endgame. Au moment où Loki s'empare du Tesseract, on revoit le passage déjà bien connu des fans du MCU. Puis, donc on voit cette intro Marvel, sur fond vert, avec cette magnifique image Marvel aux couleurs du dieu de la malice, qui m'a fait un petit quelque chose. Et puis tout de suite derrière, on enchaîne avec la scène du désert de Gobi. Puis on découvre Loki étendu sur le sable, rappelant cette scène très connue qui avait lancé un petit peu la carrière de Tony Stark au sein du MCU. Loki qui, comme Iron Man, s'est échappé des mains de ceux qui le retenaient captif. On le retrouve en plein désert, et je pense sincèrement que ce plan n'est pas anodin. La façon que c'est filmé, la façon dont c'est mis en scène, rappelle fortement comme je disais, la scène où Iron Man s'écrase avec son armure Mark I lorsqu'il s'échappe de la grotte en Afghanistan. Et donc
ça a été pour Tony Stark le point de départ donc de ce qu'il est devenu par la suite, puisque c'est à partir du moment où il s'est échappé qu'il a décidé de ne plus vendre d'armes et de devenir Iron Man. Ce plan-là va certainement être voilà, le point de départ de Loki. Donc qu'est-ce qu'il va devenir? Peut-être qu'il va décider de ne plus être le dieu de la malice, mais au contraire de devenir un agent de la TVA, on va revenir un petit peu après, et devenir peut-être un agent un peu plus important, un élément plus important au sein du multivers. Du moins, c'est ce que je pense. Après ça, on découvre un Loki qui est toujours aussi conquérant et désireux de régner. Hein. Pour le moment, il est toujours Loki. Et c'est à ce moment-là, donc, qu'il y a une espèce de portail dimensionnel qui apparaît, avec des individus ressemblant à des personnages sortis tout droit de l'univers Star Wars qui en sort. Et il s'agit en réalité donc d'agents du TVA, donc le TVA en français, le tribunal des variations anachroniques. Donc le fait d'avoir traduit TVA, je trouve ça bien, voilà, ça évite de perdre les téléspectateurs qui regardent le programme en VF. Donc la TVA, qu'est-ce que c'est? C'est une section chargée de superviser les modifications du flux temporel. Et on voit que Loki, qui est quand même un dieu, un Asgardien avec une grande puissance, un grand pouvoir, on voit qu'il est arrêté sans aucune difficulté. Il est frappé avec une espèce d'arme temporelle qui va le mettre lui-même hors phase du temps, je ne sais pas comment on peut dire. Et il est immédiatement affublé d'un collier électronique, donc qui va faire en sorte que la TVA va avoir le contrôle sur lui. Le chef de section ordonne alors la restauration du flux temporel à ses hommes, place au sol une sorte de petit sablier qui, une fois déclenché et activé, change de couleur. Et ce qui se trouve à l'intérieur, j'ai trouvé ça, alors je suis peut-être le seul à avoir vu ça, mais ça prend une couleur un petit peu violette qui rappelle la magie qu'utilisait Agatha Harkness dans la série WandaVision. Alors peut-être que ça n'a aucun rapport, mais quand on sait les pouvoirs que possède la sorcière de Salem, on se dit que c'est tout à fait possible que sa magie, ce qui est utilisé dans cet appareil, peuvent être de la même nature. Sachant que dans Thor 1, Thor va parler avec Jane Foster, il va lui dire vos ancêtres appelaient ça la magie, vous appelez ça de la science, je viens d'un monde où les deux ne font qu'un. Il est possible que la magie qui est utilisée donc par Agatha Harkness soit de la même nature que ce qui est utilisé donc par la TVA pour restaurer les flux temporels. Immédiatement après ça, on passe donc à la TVA. Conduit dans un lieu qui ressemble étrangement, du moins dans son esthétisme, au centre de la commission temporelle pour ceux qui ont vu la Umbrella Academy. Une ambiance très années 60-70, comme pour marquer une rupture avec le temps. Je pense que ça doit être un petit peu le but, parce que visuellement, c'est très 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 marqué. Les années 60-70, ça se reconnaît avec des couleurs un petit peu orange, avec du mobilier art déco, avec des écrans ronds, avec... Donc tout cet esthétisme qu'on voit à l'écran, ça nous permet de voir qu'on n'est pas dans notre temps, mais on est quelque part. Pourquoi les années 60? Et donc je me dis que c'est peut-être un petit peu pour reprendre le visuel qu'avait la TVA dans les comics, qu'on a utilisé les années 60, mais ça n'a peut-être rien à voir. Donc peut-être qu'on le saura un peu plus tard. Ce lieu, alors on ne nous le dit pas, mais c'est la citadelle. La citadelle, c'est un endroit situé à la fin des temps, contrôlé par 3 entités qu'on appelle les gardiens du temps. Ce sont des êtres créés par celui qui reste, l'ultime créateur de la TVA. Les gardiens du temps contrôlent la TVA, contrôlent la citadelle, donc située à la fin des temps. Pas à la fin du monde, mais à la fin des temps. Et à mon avis, je pense que c'est un endroit qui est situé dans le royaume quantique, ou dans quelque chose qui s'y apparente. Sachant que à plusieurs reprises, lorsque Owen Wilson, le personnage donc de Mobius, parle avec Loki, il lui dit que voilà, le temps n'a pas la même valeur au sein de la citadelle, au sein de la TVA. Le temps n'a pas la même valeur, elle ne veut pas dire la même chose. C'est une phrase qu'avait dit aussi la femme de Hank Pym lorsqu'elle était sortie du royaume quantique, et même c'est ce qu'avait dit aussi
Scott Lang, lorsqu'il était sorti, lui, il est resté 5 ans dans le monde quantique. Pour lui, ça lui a paru 5 heures. Donc, ça fait quelques petits éléments qui font penser qu'il pourrait éventuellement se retrouver dans le monde quantique. Également, on voit qu'à chaque fois qu'ils sortent, donc il y a le portail qui s'ouvre, ils arrivent à rentrer et à sortir. Et ils sortent, ils ouvrent le portail, ils peuvent se retrouver à n'importe quel endroit de l'espace et du temps. Par exemple, la machine qu'avait inventé Tony Stark pour voyager à travers le temps, c'était un appareil spatio-temporel, c'est-à-dire qu'il partait du centre des Avengers pour se rendre à New York, pour se rendre sur Vormir, pour se rendre sur différents endroits de l'espace et du temps, à plusieurs époques, en partant d'un même point. Je pense que la TVA, c'est un point central, et à partir de là, ils partent dans plusieurs temps, plusieurs espaces, à plusieurs époques, en partant de ce simple endroit. Donc, ça rappelle quand même un petit peu le voyage spatio-temporel, c'est-à-dire dans l'espace et dans le temps. Donc, à mon avis, je pense que la TVA se trouve dans le monde quantique. Ensuite, la scène d'après, c'est la scène qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la scène d'Aix-en-Provence, où on découvre le personnage donc de Mobius, interprété par Owen Wilson. On voit qu'ils sont à la recherche de quelqu'un qui a commis plusieurs meurtres. Alors là, en l'occurrence, il a commis 6 meurtres. C'est important de dire le nombre, parce que ça va être important pour la suite, pour la partie, un petit peu théorie. Il a commis 6 meurtres. Il y a un personnage qui apparaît. Il y a une petite fille. Alors moi, je vous avouerai franchement, j'ai pas vu tout de suite que c'était une petite fille. J'ai cru que c'était un petit garçon. Et quand je l'ai vu, la première chose que j'ai pensé, c'est on va voir un variant de Loki, donc c'est Kid Loki. En plus, on voit qu'après, il a les dents toutes bleues qui rappellent un petit peu la couleur d'origine des géants des glaces. Donc, on sait que Loki, fils de Laufey, est donc un géant des glaces d'origine. Donc au départ, j'ai pensé à ça. Et derrière, on voit sur un vitrail le diable, donc Méphisto, qui serait Méphisto. Alors, est-ce que c'est pour nous induire en erreur? Est-ce que c'est pour nous présenter plusieurs trucs? En fait, dans cette scène, il y a 3 possibilités. Premièrement, la jeune fille qu'on voit, c'est Loki, qui est, en tant que dieu de la malice, est en train de se jouer des personnes qu'il a en face de lui. Deuxième possibilité, c'est Méphisto, qu'on voit derrière le vitrail, qui est en train de préparer quelque chose. Et troisième chose, ce serait Nightmare. Nightmare, qu'on reconnaît, on voit sur le paquet de chewing-gum que sort la petite fille, on voit un personnage qui est dessus, qui ressemble fortement au personnage de Nightmare. Nightmare à qui on fera mention un peu plus tard, directement ou indirectement, mais donc en tout cas c'est bien ce que j'ai l'impression. Ensuite, donc on revient à la citadelle, on revient au tribunal de la TVA, et on voit Loki, donc qui est jugé, et pour lui, pour Loki, il n'y a aucun doute possible, lui il n'est pas coupable. S'il est là, c'est pas de sa faute à lui, c'est la faute des Avengers. En gros, il dit, si j'ai pris le Tesseract, c'est parce que c'est les Avengers qui l'ont laissé tomber. Et il a compris que c'était les Avengers du futur qui ont modifié le cours du temps. Ça, je trouvais ça hyper fort. Ça nous montre l'intelligence de Loki, ça nous montre l'intelligence qu'il a, lui. Parce qu'il dit, on reconnaît l'odeur de l'eau de toilette de Tony Stark. Ce qui est intéressant aussi avec cette histoire, c'est que les gardiens du temps étaient au courant de ce qui se passait et ne sont pas intervenus pour arrêter les Avengers, en nous donnant cette petite explication, en nous disant ce qu'ils ont fait était prévu. Donc en gros, c'était prévu qu'ils remontent le temps, qu'ils prennent les pierres, qu'ils modifient le cours de l'histoire, mais c'était également prévu qu'ils remontent le temps et qu'ils remettent les pierres pour remettre les flux temporels à leur place, quoi. Donc la modification du temps par les Avengers était prévue par les gardiens du temps. Les gardiens du temps qui n'interagissent pas sur le bien ou sur le mal, ils interagissent tout simplement sur le temps. Après, je pense que le fait d'avoir dit ça, ça peut nous donner une explication ou un début d'explication sur ce qui va arriver dans la suite des événements. Et je pense notamment aux Eternals. Ça va nous expliquer pourquoi les Eternals ne sont pas revenus. Vous savez que
le mot ou le terme éternel ne veut pas dire qui est sans fin, veut dire également qui n'a pas de commencement. Le terme éternel signifie hors du temps. Je pense, c'est mon avis, et puis l'avenir nous le dira, que si les éternels ne sont pas intervenus, c'est parce que comme les gardiens du temps, ils connaissent le début et la fin donc, de ce qui va se passer, donc ils savaient que les Avengers allaient réussir à rétablir l'ordre, ou à rétablir ce qu'avait fait Thanos en supprimant la moitié de toutes les créatures de l'univers. Donc ils ne sont pas intervenus parce qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas besoin d'eux pour rétablir le cours des choses normales. Cette simple explication peut justifier plusieurs choses. Pourquoi les gardiens du temps ne sont pas intervenus? Parce qu'ils connaissent la fin de l'histoire, parce qu'ils connaissent l'issue du combat. Pourquoi les Éternels ne sont pas intervenus? Parce qu'ils connaissent l'issue du combat. Pourquoi les X-Men ne sont pas intervenus? Peut-être parce qu'ils connaissaient aussi la fin du combat, qu'ils n'ont pas voulu s'en mêler et préféraient rester cachés plutôt que de vouloir s'exposer et prendre un risque d'être pourchassés par la suite. Ensuite, donc on a l'agent Mobius, un nom déjà évoqué. Mobius, on a déjà entendu ce nom-là dans le MCU, c'est pas le nom d'un personnage, mais c'est le nom d'un chercheur. En fait, on a entendu ce nom-là dans Avengers Endgame. C'est le fameux ruban de Mobius inversé. Lorsque Tony Stark est dans sa cave en train de chercher le moyen de pouvoir voyager dans le temps, il demande à Friday de lui montrer le résultat de cette équation sous la forme d'un ruban de Mobius inversé. Et donc je trouve ça marrant en fait, en sachant que Mobius c'est un personnage qui existait déjà dans les comics, et Mobius c'est également un ruban de Mobius, c'est quelque chose qui existe aussi réellement. Voilà, donc alors après je sais pas si ça a un lien, mais je trouve ça amusant en fait, que ce qui a permis à Tony Stark d'élaborer le voyage dans le temps soit également le nom d'un personnage qui voyage dans le temps. Donc Loki qui est conduit par Mobius au niveau de cette espèce de cinéma, où Mobius va commencer à lui montrer un petit peu les scènes, les différentes scènes. C'est hyper intéressant, parce que avec ça, on nous inclut donc cette série, on l'ancre vraiment dans le MCU. On nous dit que c'est vrai que c'est pas le même personnage que dans Avengers Infinity War, c'est pas celui qui était dans Ragnarok, c'est pas ce personnage-là, mais avec les épisodes qu'on va voir, eh ben on va voir qu'en fait, voilà, ça raccorde le tout. La première chose, voilà, on nous le raccorde avec le monde fictif, donc avec le monde des Avengers, et après, il y a quelque chose de bien, je trouve ça génial en fait, c'est l'épisode sur D.B. Cooper. D.B. Cooper, c'est un personnage qui a vraiment existé. C'était un pirate de l'air qui avait fait un braquage, qui s'était échappé en parachute et dont on n'a plus jamais entendu parler. Et en fait, on nous explique qu'en réalité, c'était Loki. Donc ça permet d'ancrer un vrai élément avec un univers fictif en nous disant ça s'est vraiment passé. Je sais pas comment m'expliquer, mais je trouve ça bien, je trouve ça malin et intelligent. Mais le véritable tournant de ce premier épisode, c'est le moment où Mobius lui montre ce qu'aurait dû vraiment arriver si Loki n'avait pas pris le Tesseract. Il nous montre ce que nous on a déjà vu, la mort de Frigga, donc la mort de sa mère, et on voit que c'est à cause de lui, et c'est un petit peu à la manière de Ben Parker. Donc dans Spider-Man 1, le Spider-Man de Sam Raimi, on a tous en mémoire cette scène où le braqueur sort pour prendre l'ascenseur, et on voit que Peter Parker le laisse monter dans l'ascenseur, et le patron, celui qui vient de refuser de payer Peter Parker à la hauteur de ce qu'il lui devait, il dit « Mais pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Tu aurais pu l'étaler d'un coup de poing. » Il dit « J'ai pas bien compris en quoi c'était mon problème. » En gros, il l'a laissé volontairement, un petit peu par esprit de vengeance, il l'a laissé filer le braqueur qui va tuer Ben Parker un peu plus tard. Mais là, de la même manière, en fait, il lui montre que par esprit de vengeance, en voyant un elfe noir en direction de Loki, il l'envoie en réalité vers sa mère. Là, je pense que c'est le vrai tournant de ce premier épisode et même de la série. Je pense que là il va prendre conscience que c'est de sa faute à lui si sa mère est morte. En fait, j'avais jamais remarqué ça, j'avais jamais fait vraiment attention que c'était un petit peu le même schéma que Peter Parker. Puis après on voit que Loki essaye de s'échapper, qu'il récupère le Tesseract,
Et quand il récupère le Tesseract, il s'aperçoit en fait que des pierres d'infinité, il y en a plein partout. On s'en sert de presse-papier, il y en a dans les tiroirs, ça traîne un peu de partout. Là, à ce moment-là, Loki retourne dans la salle de projection. Et il va y avoir une des scènes les plus intelligentes de cet épisode. C'est le moment où Loki va certainement devenir le même Loki. Alors c'est une facilité scénaristique, hein, je suis entièrement d'accord, mais Loki va en quelque sorte devenir le Loki qu'on connaissait un petit peu. Il va faire un apprentissage accéléré, ce qui avait permis à Loki donc de changer et de devenir le Loki qu'on avait connu à la fin donc de Ragnarok ou au début d'Infinity War. Donc en fait il va revoir, voilà, clac, les passages avec sa mère, les passages avec son frère, les passages avec son père, les passages avec sa sœur, les passages où il est allié dans Ragnarok, où il fait équipe avec Valkyrie. Et donc le fait de voir ça va peut-être montrer à Loki, qui est super intelligent, on l'a vu tout à l'heure, hein, il a été capable de voir que c'était les Avengers qui avaient remonté le temps pour venir chercher les pierres d'infinité. Donc on voit que Loki va comprendre en réalité que les autres... parce qu'en fait il a toujours fait une espèce de complexe d'infériorité vis-à-vis de son frère. C'est à ce moment-là, donc il va comprendre que pour lui, il n'y a plus de retour possible dans sa temporalité, et que même de toute façon, s'il revient dans sa temporalité, ce qui l'attend, c'est la mort. Donc il n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est de s'associer avec la TVA, de devenir un agent de la TVA. Et bon, ça reste Loki quand même, je pense que il va quand même essayer de leur faire à l'envers à un moment ou l'autre. C'est à ce moment-là, donc Mobius propose quelque chose à Loki. Il va lui dire je ne peux pas vous offrir la salvation, mais ce que j'ai à vous offrir est bien mieux. Donc on comprend, voilà, que il peut pas lui offrir le salut, puisque s'il le remet dans sa temporalité, ce qui l'attend c'est la mort, mais par contre il peut lui offrir mieux, c'est-à-dire que maintenant Loki va devenir hors du temps, hein, en devenant un agent temporel, il va devenir hors du temps, et donc il va devenir quelqu'un de potentiellement immortel. Donc voilà, globalement, cet épisode, l'épisode de Loki, j'ai trouvé extrêmement bien. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop confuse. Je vous avouerai que j'ai enregistré avec à peu près 42 fièvres. J'ai attendu 2 jours pour pouvoir parler, parce que hier et avant-hier, je ne pouvais absolument pas causer. Donc j'étais un petit peu pris, voilà, j'avais plus de voix, plus de gorge, bref, j'arrivais plus à parler. J'espère que ça n'a pas été dans tous les sens. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir devant cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On va dire quoi, les choses habituelles. Likez cette vidéo, partagez-la si elle vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, faut le faire. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Activez la cloche pour être averti des prochaines sorties vidéo. Et puis, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. C'était le Serial Vlogger. Ciao.